Bonjour à toutes et à tous, bonne semaine. Je reviens pour une nouvelle série de capsules. La semaine dernière, on avait décidé, je vous avais dit que je ne procéderais pas toujours de façon linéaire, on avait regardé quelques fondamentaux au niveau de ce que c'est une histoire, des rôles des personnages à l'intérieur d'une histoire. Cette semaine, comme on se rapproche tranquillement de ces échéanciers, on va faire une espèce de pas en arrière d'une certaine façon pour revenir au niveau de l'idéation et revenir à la base de l'idéation, de la conception d'un scénario afin de se préparer donc à la première étape du cours et à la rédaction du synopsis pitch. Dans cette optique-là, ce que je veux qu'on fasse d'abord aujourd'hui, c'est regarder un peu la notion de concept. Donc, comment on arrive en tant que scénariste vers un concept qui va être présentable, qui va être vendable en guillemets, mais qui va nous permettre en fait de présenter, de faire comprendre à d'autres personnes, à d'autres intervenants dans le processus du film, qu'est-ce que c'est notre histoire, qu'est-ce que c'est notre idée. Parce que finalement, c'est important de le redire ou de le revisiter après la semaine dernière, mais une histoire n'est jamais uniquement une histoire. Et très souvent, dans les premières étapes d'une production, donc à l'étape qui nous concerne, celle de la scénarisation, ce qui va être important, c'est non seulement la capacité à présenter notre histoire, mais à présenter ce qu'elle veut dire, hein, et pourquoi on la raconte. Donc, un bon synopsis, un bon document de pitch, les formes, je vais y revenir, mais les formes sont assez variées aujourd'hui, mais un bon synopsis, un bon document de pitch va toujours nous permettre, d'une certaine façon, de dire à la fois, de présenter à la fois notre histoire et nos raisons de la raconter, nos motifs souterrains, nos intentions, d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que c'est mon histoire? Pourquoi je veux raconter cette histoire-là et pourquoi je pense que ça va être intéressant une fois fait. Donc, la notion de concept, si on laisse la philosophie continentale de côté pour la leçon d'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller là. On va l'aborder d'un côté artistique, si on veut. On pourrait même, je pense qu'on va passer plus de temps à la regarder, tout bêtement, mais parce que ça parle beaucoup du point de vue publicitaire. De qu'est-ce qu'on entend par concept en publicité, d'une certaine façon, comment on peut appliquer ça à notre concept au niveau de la scénarisation. Euh, Pas seulement parce que, comme je le disais, il va y avoir quelque chose à présenter, à défendre et ultimement à vendre, mais aussi parce que, d'une certaine façon, si c'est bien fait, si on dépasse l'exercice juste un peu gossant ou un peu purement nécessaire d'avoir à rendre attirante, séduisante son idée, on peut réussir, et moi c'est un peu le tour de magie que j'essaie de faire à chaque fois, on peut réussir à faire du concept non seulement le premier pas dans la production d'un film, mais en tant que scénariste, un peu la ligne directrice qui va nous permettre non seulement de rendre notre histoire, notre embryon d'histoire présentable, mais vraiment qui va donner une direction à notre processus d'écriture une fois que celui-ci va être permis, encouragé. Donc, une fois notre projet permis, encouragé, greenlighté en bon français, le concept qu'on a réussi à formuler, à s'arracher du corps à la base, je me répète, mais va pouvoir nous donner une direction. Je vais détailler ça un peu plus tout à l'heure. Dans le deuxième bloc de capsules, je vais regarder avec vous un certain nombre de concepts d'épisodes de Terreur 404 et comment
on en est arrivé là. Comme ça va devenir plus clair, plus concret un petit peu, mais restons quand même un instant au niveau des fondamentaux, au niveau de la théorie, si on veut. Donc, un concept, je le disais, du point de vue de l'art conceptuel en particulier, mais même des arts plastiques, un concept, finalement, la façon la plus simple de le dire, c'est une idée à réaliser. Hein? Donc déjà, ça nous fournit une base. C'est notre idée, on pourrait le voir comme ça, le concept de scénario, c'est notre idée en tant que celle-ci va être réalisée, matérialisée, rendue concrète. Hein? Donc, c'est la façon le plus simple de le voir. Donc, je pense que c'est ma façon de voir, je pense qu'elle est bonne. Elle m'a bien servi, en tout cas jusqu'ici. Mais je pense qu'à la base, un synopsis et un pitch, il faut le voir moins comme le lieu de résumer notre histoire. Ça, c'est important. Moins comme le lieu de résumer notre histoire que comme le lieu d'expliquer, de transmettre et de faire comprendre notre concept. Donc, on va déplier cette idée-là aujourd'hui, mais je pense que c'est l'idée un peu centrale de cette première capsule que je veux faire passer aujourd'hui. Donc, dans un synopsis, c'est une erreur. Dans un synopsis comme dans un pitch, je conseillais justement un ami cette semaine qui avait à pitcher pour une série télé comme ça, qui rushait, avec qui ça venait mal de se passer avec son producteur. Souvent, quand on va pitcher, on va se pratiquer avec notre producteur avant d'aller chez un distributeur, un organisme subventionnaire, etc., présenter notre idée. Donc, pour mon ami, ça venait mal de se passer. C'est un peu ce qui m'a donné l'idée de partir de là. Cette semaine, le conseil que je lui donnais, c'est justement ça. Tu dois être en contrôle de ton histoire. Tu as beau bien la connaître, ton histoire, et on a beau se dire souvent que tu as ton histoire, donc raconte ton histoire, ça va faire un bon pitch. Mais ton histoire, elle ne sera pas racontée avant d'être dans le film. Donc, raconter une histoire, mimer des scènes de film, etc., c'est jamais si intéressant que ça, et ça peut être facilement un écueil, surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la mesure où une histoire n'est jamais seulement qu'une histoire, n'est jamais qu'une suite d'événements, des personnages, etc. Ce qui rend une histoire intéressante, à part notre talent particulier, la façon dont on a réussi à déployer la série d'événements qui va la constituer, ce qui la rend intéressante. Donc, c'est aussi tout ce qui se passe en dessous, tout ce qui constitue le sous-texte. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On ne raconte jamais simplement une histoire. Quand on raconte une histoire, on est en train de dire quelque chose. Toute histoire, d'une certaine façon, est une parabole au sens religieux ou une propagande au sens politique. Ça a l'air cynique quand je dis ça. Bien sûr, ce qu'on va essayer de faire pour rendre ça humain, c'est de raconter des histoires dont le sens nous dépasse en partie, qui vont problématiser des réalités plutôt que de livrer un message simple. Bon, ça, je vais y revenir souvent. Mais à la base, quand on est au niveau du synopsis, au niveau du pitch, la présentation de base, il faut se rappeler que ça doit être là dès le départ. Un bon pitch, pour moi, ce n'est pas tant un pitch qui résume bien une histoire que une présentation efficace du concept derrière l'histoire, de qu'est-ce qu'on veut dire, de qu'est-ce qu'on veut faire avec cette histoire-là. Donc, la première, c'est la deuxième, si je compte comme il faut, mais la deuxième définition, la première purement scénaristique, purement préoccupée par notre angle aujourd'hui, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que d'une certaine façon, le concept, c'est d'une part l'aperçu, le projet de l'histoire qu'on veut raconter, additionné de, mêlé à l'énoncé de nos intentions, de nos idées, des messages à véhiculer. D'une certaine façon, ça peut
ça peut nous informer sur le processus de l'idéation lui-même et l'influencer une fois qu'on en est conscient. Si je regarde, moi, comment je définis mes histoires ou comment j'en arrive à mes idées de scénario, on peut dire que très, très souvent, il y a un réflexe méta d'une certaine façon qui s'installe. C'est que très souvent, on va voir quelque chose, il va toujours avoir, il y a un flash hein, à l'idée d'un film, à l'idée d'une histoire. C'est la même chose quand on écrit, il y a un flash. On voit quelque chose, on voit une scène, on se fait raconter une histoire, on est témoin d'un événement, on fait un rêve. Bon, ça peut être 1 million d'affaires, mais souvent, ça dépend des gens, mais souvent, au départ, il y a un brin d'histoire, il y a une image de quelque chose qu'on a perçu et qui nous obsède d'une certaine façon, qui nous est resté en tête. Ah, tout à coup, il semble qu'il y a quelque chose qui me trotte dans la tête par rapport à cet événement-là. Le premier réflexe qu'on va avoir, quand je dis qu'il y a un aspect méta, c'est de se demander déjà quelque chose de presque zen ou psychopop ou auto-analytique en tout cas, mais la première chose à se demander, ça va être mais pourquoi, d'une certaine façon, ça m'intéresse à ce point-là, pourquoi ça colle, en quoi c'est fascinant et comment, d'une certaine façon, je pourrais le déployer dans une histoire. Comment je pourrais articuler ces deux plans-là, le plan de l'idée avec le plan du récit, de façon à prendre ce petit noyau, ce petit flash-là et le déplier complètement, lui faire atteindre son plein potentiel. Là, je disais que la vision ou la pratique du concept qu'on peut avoir dans la publicité, où j'ai travaillé un bout de temps, peut éclairer notre processus, c'est que le concept de cette façon-là, en publicité, va répondre, je trouve ça intéressant de l'appliquer à la scénarisation. Donc, le concept en publicité va répondre très, très souvent à un besoin, à une commande, souvent même à un problème, à un manque euh, perçu par un client, par exemple, par une compagnie, euh, auquel nous, en tant que publicitaires, on va avoir à répondre ou à pallier. Exemple niaiseux, par exemple, quand on travaille en publicité, on pourrait avoir, par exemple, une compagnie, une marque, une grande brasserie, par exemple. On pourrait avoir une, une marque d'une compagnie de bière, par exemple, qui nous demanderait à nos publicitaires, qui arriverait avec cette situation-là, par exemple. On a une bière qui vend bien, une marque qui est bien établie, mais qui vend surtout chez les gens de 50 ans et plus, 45 ans et plus, peu importe, et qui perd du terrain chez les milléniaux et les générations suivantes parce que, bon, les microbrasseries, parce que les habitudes de consommation changent. Donc, on voudrait, par exemple, rajeunir notre public. On ne voudrait pas, même si nos ventes vont bien, on voudrait essayer de préparer l'avenir et essayer donc de rajeunir notre marque. C'est le genre de commande qu'on va avoir en publicité. C'est là où je dis que, bon, on a à répondre comme publicitaire, on part avec ça, on part avec ce problème-là, avec ce point d'interrogation-là, ou ce besoin qui est aussi un problème qui est énoncé, puis on essaie de travailler, d'énoncer une campagne, de trouver une solution, en tout cas, à ce problème, par exemple, de rajeunissement d'image de marque. Donc, on va essayer de trouver une solution. Et bien sûr, ce qu'on va venir présenter après coup pour avoir le contrat, bien souvent, pour avoir le compte, c'est un concept, justement. Donc, notre concept va être notre façon de répondre. Hein. Donc, si on avait le contrat de faire la publicité télé ou la campagne complète, sur quel élément on miserait, comment on s'y prendrait. Bien entendu, en scénarisation, au cinéma, en télé, on a rarement,
Ça peut arriver par ailleurs, mais c'est rare qu'on a des commandes aussi claires. C'est plutôt nous qui allons être proposeurs d'une idée, mais moi, ça m'a toujours, probablement parce que j'ai travaillé en publicité longtemps, ça a toujours informé mon processus par réflexe de dire, un peu comme je le disais tantôt, à partir du moment où j'ai une idée, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête, ben, qu'est-ce qui pourrait euh, qu'est-ce qui pourrait être exprimé à partir de cet embryon-là d'histoire qui me semble manquant, qui me semble, c'est comme ça qu'on va toucher aussi d'une certaine façon à notre originalité, hein, à l'originalité de notre histoire ou de notre façon de la raconter, c'est-à-dire à partir de cet embryon-là d'histoire que je pourrais avoir, qu'est-ce que je pourrais adresser dans le monde contemporain ou dans le genre dans lequel je m'inscris, dans la télé québécoise en ce moment, euh, qu'est-ce que je pourrais aller faire d'une certaine façon qui n'a jamais été fait ou qui n'a jamais été fait de cette façon-là et qui viendrait, non, comme je le disais, valider authentifier, appuyer l'originalité et la nouveauté de mon concept, de mon idée. Donc, premier aspect qui me semble important dans cette optique-là, c'est de dire, donc, pour en arriver à un concept intéressant, peut-être la première étape, l'étape 1 serait de comprendre la commande, de comprendre les besoins et de les mettre à sa main. Ça peut sembler contradictoire parce que je viens de vous dire que d'une certaine façon, au cinéma ou en télévision, la commande n'est jamais claire comme en publicité, elle est souvent absente, mais je dirais, pour reprendre ce que je viens de dire, qu'il y a toujours d'une certaine façon une commande implicite. Hein? Et la commande implicite, bien, elle s'inscrit dans une certaine logique et d'originalité et de compétition et d'actualité. Hein? Que je sollicite un diffuseur de télévision pour produire ma série télé, que je sollicite un producteur ou au-delà des diffuseurs, mais surtout des organismes subventionnaires, par exemple, pour financer l'écriture de mon scénario ou la production ultérieure de mon long-métrage, je m'inscris, que je le veuille ou non, dans une logique, bon, je le disais, de compétition, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je suis déjà en train de me demander qu'on finance mon idée à moi plutôt que celle d'un autre, qu'on greenlight mon idée à moi plutôt que d'autres projets comme les instances subventionnaires ou télévisuelles vont recevoir, qu'elles reçoivent à la pelletée. Donc, il y a déjà à la base cette commande implicite-là qui est ton idée doit être plus intéressante, plus pertinente, plus au diapason de l'actualité. Ton idée doit accomplir quelque chose qui n'a pas été accompli de cette façon-là et qui le fait mieux, peut-être. Donc, qui occupe une niche qui n'a pas été occupée en termes biologiques et qui le fait mieux que d'autres idées en ce moment pourraient le faire, que d'autres propositions essaient de le faire. Donc, on pourrait décrire ce premier commentaire, ce premier aspect de commande implicite derrière toute bonne définition de concept comme un critère d'originalité. Donc, ce critère-là, est un critère d'originalité / pertinence, si on veut. Il implique, paradoxalement, de bien comprendre une tradition. Donc, c'est quelque chose que je vais vous servir à toutes les sauces au cours de la session, mais c'est clair que pour bien remplir cet aspect-là, il faut être soi-même un bon public, un public assidu des formes dans lesquelles on cherche, on cherche à s'inscrire. Hein? Je suis quelqu'un qui regarde
énormément de films, qui regardent énormément de télévision. On n'échappe pas à ça quand je donne des ateliers de création littéraire. Ben, je veux dire, lisez. Euh, Quand il s'agit de scénarisation, il faut dire regardez. Vous allez avoir énormément, paradoxalement, ben c'est un faux paradoxe dans le fond, mais paradoxalement, vous allez avoir beaucoup de difficultés à produire de l'originalité et de la pertinence si vous n'êtes pas très au fait de la tradition dans laquelle vous essayez de vous inscrire pour produire un drame légal, un roman, un polar, un thriller, de l'horreur, bon, de la comédie. Nommer le genre, ça n'a pas d'importance, mais pour produire de l'originalité à l'intérieur d'un genre, il faut le connaître excessivement bien. C'est le premier critère et on pense toujours la plus grande erreur qu'on fait, c'est toujours de penser qu'on va arriver avec du nouveau parce qu'on ne connaît pas ça, puis donc on n'a pas été formé par quelque chose, mais croyez-moi pas si vous voulez, là, mais c'est quelque chose qui marche jamais. Très souvent, quand on ne connaît pas beaucoup un genre, une tradition particulière, tout ce qu'on va arriver à faire, c'est à produire des clichés, justement. Parce que l'originalité, ben, je le disais souvent, je n'ai jamais enseigné de cette façon-là, mais l'originalité va se produire, elle a une dimension négative d'une certaine façon, c'est-à-dire l'originalité, elle est ce qui reste quand on a fini de comprendre tout ce qui avait été refait trop souvent, fait et refait trop souvent à l'intérieur d'une tradition, à l'intérieur d'un genre, par exemple. Donc, si on veut arriver avec une variation originale, une relecture originale d'un terme X, bien, il faut connaître très bien les ensembles, les corpus, etc. Le deuxième aspect, je me répète, si le premier était l'originalité, le deuxième aspect de cette commande implicite-là qu'il faut comprendre pour bien façonner notre concept, c'est ce que j'appellerais la pertinence publique. On pourrait dire pertinence sociale, pertinence philosophique, psychologique, je m'en fous. La pertinence publique, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que notre concept va nous permettre d'adresser dans la société actuelle, dans les préoccupations des gens, soit très contemporaines ou soit qui sont éternelles, mais d'une certaine façon, quel public on va rejoindre et de quelle manière. Hein? Donc, d'une certaine façon, notre critère 2 découle de notre critère 1, c'est-à-dire que pour que déjà le critère d'originalité, une fois rempli, soit pertinent, il faut déjà que cette originalité-là s'inscrive dans une pertinence idéologique, nommons-la, la pertinence publique telle que je la décrivais. Hein, c'est-à-dire qu'une originalité comme telle, il n'y a jamais personne qui a fait une série avec, je ne sais pas, des concombres de l'espace qui débarquaient sur Montréal pour asservir les gens. Ça serait super original. Je ne suis pas sûr que ça intéresserait beaucoup de gens. Ben, moi, ça m'intéresserait peut-être, là, mais peut-être que ce n'est pas assez le public geek, fantasia, pour probablement justifier un concept comme ça au Québec. Vous comprenez ce que je veux dire très concrètement, c'est-à-dire que peu importe comprendre le milieu de production dans lequel on s'inscrit et les publics éventuels pour une idée comme celle qu'on est en train de développer. Hein? Donc, à qui ça pourrait parler, de quelle façon ça pourrait parler et d'une certaine façon, comment l'originalité de ma proposition non seulement va valider mon idée par rapport à une tradition, donc qu'on pourrait dire purement intérieure, hein, face à un genre particulier, face à une tradition de films, de séries, etc. Mais de quelle façon cette proposition-là originale va adresser des problèmes éternels ou très contemporains auprès
des publics vers lesquels je la destine. Hein? Donc, qu'est-ce que je suis en train de... Ça implique d'une part de comprendre bien et d'être capable de bien présenter ce que j'ai l'intention de dire, les thèmes que j'ai l'intention d'aborder à partir de mon concept. Ça implique aussi, et encore une fois, ben là, ça devient l'aspect d'une certaine façon d'observation sociale de là ou du scénariste. Mais je pense que pour être un bon scénariste aussi, il faut avoir d'une certaine façon une oreille, une intuition, une certaine empathie pour qu'est-ce qui préoccupe les gens, de quoi ils ont besoin d'entendre parler, de quoi ils ont peur à une époque, à une heure. Donc, quelle réaction, quelle réflexion on peut aller à partir de notre concept stimuler, encourager dans la tête des gens. Donc, ces réalités-là qui permettent on peut se faire conseiller, on peut en parler, mais par exemple, au Québec, bon, il y a un marché. Dans le Québec, c'est un marché, c'est une société très particulière, c'est un marché très particulier aussi. Donc, quand on a à développer des concepts en vue d'une scénarisation, d'une production de film possible, il faut, à bien des égards, la comprendre. Et ça va être la même chose d'une certaine façon dans les marchés mondiaux aussi. Donc, je pense que ça vaut, même si on s'en va... j'ai un chandail de Stranger Things, donc on va raconter souvent que Stranger Things a été refusé par à peu près, je pense, 22 réseaux avant d'être produite par Netflix. Donc, on peut dire, ah ben oui, on va arriver chez Netflix et on n'aura pas besoin, on peut parler un peu grand nombre, mais Netflix développe des niches, par exemple. Donc, si on n'est pas dans le besoin de s'adresser à une société particulière, on va avoir quand même cette niche-là, c'est-à-dire même si tout à coup je m'adresse à un public mondial, je travaille à l'international, ben c'est quelle portion de ce public-là, quel genre d'amateur à qui je parle. Donc, ça demeure important de comprendre ça. Si je reviens à l'idée des particularités du public de la société québécoise, par exemple, ben, quelque chose qu'on a qui est de plus en plus criant, qu'on travaille en télévision, par exemple, c'est que le public de la télévision est vieillissant. Hein? Et donc, souvent, ben, moi, depuis les années que je travaille en télévision, on a toujours cette réalité-là à confronter, cette espèce de problème. Donc, je reviens à ce que je disais sur la publicité. Répondre à un problème, à une difficulté. Donc, pour les diffuseurs généralistes en télévision aujourd'hui, il y a toujours ce problème-là que, bon, on ne veut pas perdre un public vieillissant en faisant des affaires trop weird, trop champ gauche. En même temps, on aimerait récupérer, hein, c'est drôle, ça revient à ma marque de bière dont je parlais tout à l'heure, mais on aimerait récupérer des publics plus jeunes qui, eux, sont sur Netflix, sont sur Crave, sont sur Hulu, etc. Donc, on est toujours dans une double contrainte entre l'arbre et l'écorce. C'est très entre l'arbre et l'écorce. Entre l'arbre et l'écorce, pardon. Donc, souvent, ça m'est arrivé d'articuler des pitchs en fonction de cette double contrainte-là, de façon à lui répondre, à y répondre et à m'inscrire dedans. Donc, ça m'est arrivé. C'est plate, ça ne s'est pas fait, ça va peut-être se refaire à un moment donné. À un moment donné, j'avais pitché une série fantastique. Je ne donne pas trop de détails, je garde les idées pour moi là-dessus, mais j'ai pitché une série fantastique à des diffuseurs. J'avais adressé ça comme ça. Donc, ce problème-là, en les publics plus boomers, 50, 55 ans et plus, ne sont pas très friands de ces créations-là de fantastique, d'horreur, plus de science-fiction, tout ça. Donc, il faut leur faire attention. Les publics plus jeunes, en revanche, sont un peu tombés là-dedans quand ils étaient petits, comme dans Obélix. Donc, ils regardent justement Stranger Things et compagnie. Ils ont lu Stephen King, etc. Donc, ils ont été un peu exposés à ça beaucoup plus.
Donc, si on veut faire un show rassembleur d'une certaine façon, comme on en avait à une certaine époque, mais pour le marché de 2015 ou 2016, disons 2020, aujourd'hui, il faudrait faire un show fantastique qui serait à la fois, je me rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas dire ça, mais je l'avais dit pareil, mais qui serait un super show de ma tante. Et c'était un bon pitch, ça avait marché à l'époque, mais vous comprenez cette idée-là, donc tout à coup, j'ai une idée, bon, je ne dis pas laquelle, mais dans mon concept à l'époque, c'est d'arriver avec une idée. C'était surtout tourné autour d'un groupe de femmes sur plusieurs générations. Donc, mon idée, elle est fantastique. Euh, Elle est très champ gauche. Elle va plaire à des publics plus jeunes, vraisemblablement. Mais par l'idée de sororité intergénérationnelle, euh, je vais récupérer les publics plus vieux aussi. Donc, c'est un peu ça, hein, vous voyez, ma façon d'adresser cette problématique-là à la base. Et vous voyez que, justement, il y a quelque chose là-dedans qui, bon, on va le savoir au fil des années, mais qui implique de comprendre, je n'aime pas dire marché, j'aime mieux parler de société, mais donc la société à laquelle je m'adresse. J'ai fait ça récemment aussi, je n'avais pas le temps de le faire, mais bon, un autre défi qu'on pourrait avoir par rapport à la société québécoise, donc depuis plusieurs années, plus longtemps qu'on croit, mais ça devient de plus en plus criant aujourd'hui, la question de la diversité à l'écran. Et donc, il y a toujours un défi au Québec parce qu'on veut, c'est-à-dire, il y a des gens il y a plein de gens pour qui c'est important à l'intérieur de l'industrie. Je parle surtout de la télé ici, mais bon, la télé est quand même l'esclave d'une certaine façon. On est à la merci des codes d'écoute. Donc, il y a toujours ce problème-là. On voudrait augmenter la diversité à l'écran. En même temps, on a un public, il y a toute une partie de la société québécoise qui est en région, qui est assez homogène, francophone, bon, ethniquement aussi, tout ça. Et donc, il faut trouver une façon, si on veut, à la fois agrandir, mais conserver nos publics et parler aux gens. Il faut trouver une façon de s'adresser à eux qui va les intéresser, qui ne va pas être juste extérieur à leur réalité. Vous voyez, bon, ben ça, j'ai travaillé longtemps avec des gens là-dessus, mais la question de la diversité devient un peu rapidement problématique comme ça. Il y a un diffuseur, pardon, un boss de réseau qui m'avait expliqué ça, qui est un des fondateurs, par exemple, je ne me rappelle pas, de la table, un genre de table de concertation sur la question de la diversité à la télévision au Québec, mais qui disait que, par exemple, dans un premier temps, on avait encouragé beaucoup, vous voyez, une double contrainte. Pendant un temps, on avait encouragé beaucoup. Bon, on a besoin de vedettes, quand les Québécois aiment leurs vedettes, donc on a besoin de vedettes pour une série, mais on s'était dit, on va encourager pour habituer les gens et tout à coup familiariser les gens avec une certaine diversité. On va encourager le plus possible, non pas dans les rôles primaires, dans les rôles principaux, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont connus, mais dans les rôles secondaires et dans les rôles tertiaires, de plus en plus l'intégration de gens issus des minorités culturelles. Et ce qu'on s'était rendu compte à cette table de concertation-là, au bout de 10 ans, c'est que l'on arrivait avec un mal pour un bien, c'est-à-dire que oui, ça faisait plus de diversité à l'écran, mais ça faisait une espèce de monde un peu étrange où on avait toujours les mêmes têtes comme vedettes, mais à chaque fois que ces têtes-là allaient chez le médecin, le garagiste ou prenait un taxi, bon, etc. Il y avait un gentil haïtien, un gentil maghrébin ou un gentil vietnamien, etc. Mais que c'était comme un monde où les têtes d'affiche demeuraient très franco-québécoises et tout à coup, tous les gens en position de service, très souvent, étaient joués par des gentilles minorités. Ça fait qu'au bout de 10 ans, on se dit, ben, OK, peut-être qu'on a fait du chemin, mais on n'est pas rendu là. C'est pas exactement c'est pas, il ne faut pas en rester là, parce que là, on devient dans une espèce de monde de représentation du monde qui finit par être colonial par la porte d'en arrière. Et donc, cette question de la diversité-là, en même temps, veut pas, on est avec une réalité. Si on fait une série qui se passe
purement dans une famille qui vient d'immigrer, qui ne parle pas français, dans un milieu à Montréal que les gens, que les gens de région souvent n'aiment pas ce qui se passe juste à Montréal, tout ça, ben, probablement que ça ne marchera pas parce que les gens ne seront pas capables de s'identifier ou de s'intéresser à ça. Donc, vous voyez toujours la balance. Et moi, bon, un peu que je n'avais pas le temps de m'en occuper, mais une idée que j'avais proposée comme ça, par exemple, pour pallier à un public, c'est de dire, bien, on va faire une série, on pourrait faire une série qui serait, par exemple, bon, une famille maghrébine ou africaine qui, avec non pas nord-africaines, mais africaines plus du Sud, qui seraient comme ça, par les aléas de l'immigration, se feraient shipper en ce qui arrive, pour vrai. Donc, plutôt que de débarquer à Montréal et d'être plus proche de leur famille, de leur relation, se feraient téléporter. Bon, ben là, ils atterrissent à Sheboygan, ils atterrissent en Gaspésie. Donc là, tout à coup, tu as la famille migrante qui est vraiment chez les ch'tis ou en région profonde. Là, ça ferait probablement quelque chose d'intéressant et qui pourrait marcher parce que, bon, on s'identifierait à eux. On a tous connu ce que c'est un peu d'être catapulté en quelque part et en même temps, on aurait un côté très franco, très Keb de chez Keb, très Keb régional de par le milieu qui intéresserait les gens et dans le choc, dans le côté fish out of the water, on dit en anglais, donc un peu dans la comédie de poisson hors de son élément, littéralement, ben, on travaillerait de la sympathie pour les gens racisés à l'écran tout en créant une comédie de certaine familiarité avec les lieux qui ferait qu'on ne perdrait pas notre grand public. Vous comprenez ce que je veux dire un petit peu par là? Ça me semblait des exemples intéressants, mais je pense que je pense qu'il y a deux idées à avoir. Mon ami, justement, mon ami directeur de réseau qui avait travaillé à cette concertation-là, disait qu'il y avait une bonne formule par rapport à nos bonnes intentions de scénariste, mais que je trouve très importante, qui disait si tu veux changer le monde, raconte de bonnes histoires. Ça me semble hyper intéressant. Si tu veux raconter de bonnes histoires, comprends dans quel monde tu les écris et à quel public tu t'adresses. Il y a quelque chose de circulaire là-dedans, mais si on comprend bien cette dynamique-là, ben, tout à coup, on peut faire des fictions, on peut faire des films, on peut faire des scénarios qui vont à la fois interpeller des publics et, qui sait, parfois changer leur façon de voir et même donc influencer la société dans laquelle on vit et dans laquelle, de laquelle les publics de nos fictions, de nos scénarios vont émaner. Et donc, je me permets d'insister là-dessus. Ben, on le verra quand on travaillera sur vos synopsis, mais cette citation de M. Richard Haddad qui disait ça, qui est à Télé-Québec maintenant, mais si tu veux changer le monde, raconte de bonnes histoires, pour moi, est hyper importante aussi. Donc, je l'inscris dans cette deuxième optique-là de la pertinence publique, mais toujours faire attention à ça. Il y a un vieil adage qui dit les bonnes intentions font rarement les bons romans. Mais même si on veut de façon louable, c'est important de garder ça en tête, c'est-à-dire c'est important d'adresser des enjeux via nos histoires, d'adresser des enjeux importants, des enjeux de société. C'est important via notre histoire de trouver, dans notre concept, de trouver des façons originales de le faire. Hein? Le donnage de leçons, le défonçage de portes ouvertes, en dire ce qu'on sait déjà, de dire ce que tout le monde sait déjà d'une certaine façon, donner des leçons, faire des consensus faciles, dire des choses avec lesquelles tout le monde sont d'accord, bon, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on va rendre pertinent une idée d'histoire. Il faut vraiment que l'histoire soit le lieu d'une certaine façon où une question d'actualité peut être visitée d'une façon
Je pense que c'est l'utilité de la fiction, qu'elle soit littéraire ou filmique, donc que des enjeux puissent être visités, qu'une question puisse être posée d'une façon différente, d'une façon dont elle n'a pas encore été dans l'espace public. Donc, on ne fait pas des fictions pour faire de la chronique déguisée, pour répéter des choses qui ont déjà été dites par des idéologues, par des chroniqueurs, par le discours public. On essaie, à travers des histoires, et c'est la force des histoires en étant à hauteur d'être humain toujours, de dépasser les réponses toutes faites et d'aller plus loin. D'humaniser souvent, c'est important pour moi, de mettre, comme je le disais, à hauteur de personnes des questionnements qui sont souvent très, très abstraits ou volontairement déshumanisés dans le discours social à une époque dite. Ça fait que ça, important de garder ça. Le troisième aspect de commande implicite à considérer en amont de notre conceptualisation, en amont de la construction de notre concept, c'est réalité très contemporaine, encore une fois, mais toujours à garder ce que j'appelle la faisabilité. Alors, la faisabilité, c'est juste de comprendre aussi dans quelle logique de production on s'inscrit, à quel genre de budget on a accès, donc de bien montrer qu'on comprend les moyens qui vont être à notre disposition. Mais je dirais, pour reprendre d'une certaine façon une contrainte très, très actuelle là, et une formule très galvaudée de la culture d'entreprise où on dit souvent on va faire more with less, ce qui m'énerve au plus haut point, mais je pense que c'est important en scénarisation à l'étape du concept de garder du concept qui va nous mener au pitch, de comprendre ces réalités-là et de trouver une façon, ce qui peut être encore une fois pas une façon, dans ce cas-là, de juste appauvrir ou prêter le flanc, mais qui va être une façon créative pour moi de comprendre les moyens qui sont à notre disposition, les réalités de production et possiblement de transformer les forces en faiblesses. Et ça devient intéressant pour moi. Je vais en parler tout de suite plutôt que d'y revenir, ça me semble pertinent, mais par exemple, un exemple que je pourrais vous donner au moment où ça faisait partie de notre pitch pour Terreur 404, par exemple, que de dire dans un contexte, donc Terreur 404, c'était pour le web. Bien sûr, quand tu es pour le web, quand tu travailles sur du web, des fictions web, il y a moins d'argent. Mais en même temps, c'est ça, c'est que ça nous permettait, dans ce cas-là, de dire, écoutez, on va aller dans le fantastique, on va aller dans le thriller, on va aller dans le suspense. Ce n'est pas des genres qui, d'ordinaire, marchent très, très bien au Québec, mais dans ces conditions-là, je pense que de la façon dont on va les faire en petit format de 10-15 minutes, comme une petite nouvelle très, très punchée, tout ça, ça va nous permettre de revisiter soit la culture du conte au Québec, soit, par exemple, les vieilles émissions de télé avec lesquelles les gens ont grandi. Alfred Hitchcock présente, La quatrième dimension, etc. Donc, c'est un format que les gens vont comprendre. Et d'autre part, comme souvent, ces genres-là reposent beaucoup sur des bonnes idées, on peut les faire avec pas des budgets énormes, on ne vous demande pas énormément d'argent dans ce cas-là. Donc, on essayait dans le pitch, ce qui a marché, de faire de cette faiblesse-là une force, de dire, on ne vous demande pas énormément d'argent, d'une certaine façon, donnez-nous plus de liberté, ce qu'on perd en moyens, échangez-le nous d'une certaine façon contre plus de liberté au niveau du propos, au niveau des idées, au niveau de la tonalité du genre. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. On essayait d'en faire une force justement du format web
Donc, on ne demande pas le même genre de budget. Donc, peut-être que cette idée-là d'anthologie, de format, ben, c'est comme ça que je vendais aussi le format d'anthologie. Peut-être qu'à la télévision, ça serait trop cher et ça serait trop risqué dans un marché comme le Québec que ça ne marche pas de faire des petites demi-heures différentes, sans personnages récurrents, tout ça. En format web, ça va marcher. Et, par exemple, c'était un bon exemple, on avait déjà commencé à faire ça, mais en format web, là où d'habitude, pour du web, on a de la misère à avoir des comédiens reconnus, par exemple, parce que l'engagement que demande un tournage au long est pas assez payant en web pour que les agents disent oui à ce que leur comédien s'engage sur 2 ou 3 mois, par exemple. Bien, le format anthologie sur le web, donc le fait que ce soit des histoires disjointes, non connectées, tout ça, bien, tout à coup, ça devenait notre façon de dire on va pouvoir, nous, avoir des comédiens souvent A pour jouer dans notre série parce qu'on leur demande 1 ou 2 journées de tournage, on ne leur demande pas 2 mois pour faire la web série au complet. Donc, vous voyez, c'est un peu c'est un peu un exemple. Bon, c'est sûr que dans le cas du coup, on ne se rendra pas jusque-là parce que nos réalités, elles sont simulées, en guillemets, mais j'aime qu'on parte de ces idées-là, de ces réalités-là, pardon, ce n'est pas des idées, c'est des réalités très, très concrètes pour comprendre comment on construit notre concept, quoi garder en tête euh, dans la définition de notre concept. Ceci m'amène à vous parler, bon, pour être dans des particularités. Donc, une fois qu'on a accepté, bien noté, qu'on se rappelle de ces 3 dimensions-là, soit l'originalité, la pertinence publique et la faisabilité de notre projet en amont, donc au niveau du concept. Donc, je pense que c'est important de se rappeler aussi ou d'avoir en tête, dans ce cas-là, la question de l'importance du concept au niveau particulier, bien, au niveau qui nous intéresse, qui est celui du court-métrage. Je pense qu'il y a une importance encore accrue, on pourrait le dire, au niveau. C'est important dans le long, c'est important dans le long métrage, comme dans la série lourde en télé, par exemple, d'avoir un bon concept, mais bien sûr, il faut aller au-delà du concept. Il faut que le concept puisse accoucher, générer des idées. Il faut qu'on ait un univers aussi cohérent, donc ce qu'on appelle en anglais le world building, donc la construction d'univers va prendre une place assez équivalente au concept dans les gros pitchs de séries ou de longs métrages. Hein. Souvent, ce qu'on appelle la Bible, qui va être beaucoup plus grosse qu'on appelle au niveau du long métrage ou des séries lourdes, bien, elle va comprendre non seulement un concept, description d'intention, mais souvent beaucoup plus d'aspects de world building, soit de description de personnages, par exemple, des arcs narratifs au complet. Il faut comprendre non seulement, pardon, c'est quoi l'idée, mais hein, qui sont nos héros, quel genre d'univers c'est quoi les actes, donc comment tout ça va se déployer. Au niveau du pitch, comme au niveau de l'écriture du court-métrage, le concept, le world building a moins de place et moins important. On va rarement avoir l'occasion de déployer un univers de fiction au complet. On va souvent se concentrer sur un personnage et, en tout cas, une moins grande galerie de personnages. On va souvent être plus dans le conceptuel que dans la construction d'univers at large parce que, justement, on travaille sur des durées 5, 10, 15, 20 minutes qui nous permettent pas ça, qui nous permettent souvent non plus, qui nous permettent comme, qui nous libèrent. Hein, donc, qui ne nous permettent pas non plus de grands récits toujours très, très déployés en 3 actes, comme ce que je vous présentais la semaine dernière. Il faut qu'il soit là, il faut qu'on garde ça en tête, mais souvent, par rapport au fameux flash de base que je disais, on peut rester plus proche du flash, plus proche de notre concept dans le court-métrage. Quand je disais permet et libère, c'est que d'une certaine façon, c'est une particularité du format en tant que genre, d'une certaine façon,
c'est que le court-métrage permet, à mon sens, une dimension conceptuelle, une dimension de proximité à une idée, à un flash, à un audace formel qui est plus grande que, que dans le cinéma long, que dans les formes du long métrage en général, autant cinématographique que télévisuel. Et ça, pour moi, c'est un aspect qui fait écho, un aspect de faisabilité important du concept du court-métrage et de la façon qu'on peut avoir de le conceptualiser. C'est une certaine façon de faire que la brièveté du court-métrage, la différence au niveau du réseau des publics possibles, bon, etc. Le fait que les exigences, que les moyens budgétaires, mais aussi que les exigences en termes de public souvent ne soient pas les mêmes, puissent devenir d'une certaine façon une liberté créatrice. Donc, puisse nous permettre d'explorer souvent des idées, des flashs qui ne passeraient pas ou ne soutiendraient pas toute la durée d'un long métrage, par exemple. Donc, pour illustrer ça, je vous parle de deux films qui m'avaient beaucoup marqué, de deux courts-métrages. C'est drôle, ces deux courts-métrages que j'avais vus quand j'étais jury pour le festival Regard, au Saguenay, festival jadis appelé Regard sur le court-métrage, donc un grand festival international au Québec sur le court. Donc, j'avais vu, bon, ces deux films-là dont je vais vous parler, c'est plate. Dans le mail, donc, où il va y avoir les liens pour ces capsules-là, je vous ai mis les liens. C'est plate, des fois, j'en parlais au niveau des distributions, le premier film dont je vous parle, je pense qu'il est impossible à voir aujourd'hui, ce que je trouve comme tragique. Là, c'est des réalités de production. Je trouve que on devrait tout sacrer ça sur YouTube pour qu'on puisse au moins les voir, mais souvent, les courts-métrages sont difficiles à voir quand ils sont dans le réseau international. Mais donc, j'ai mis dans ce cas-là, dans celui de Home de Daniel Malloy, j'ai mis le lien pour le preview. Donc, c'est le premier dont je vous parle à l'époque, qui avait gagné le Grand Prix, je me souviens. Donc, un court-métrage d'une vingtaine de minutes, quand même à gros budget, mais d'une vingtaine de minutes, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Vous allez pouvoir subsumer ça en voyant le trailer, la bande-annonce. Mais donc, Daniel Malloy, qui est un cinéaste spécialisé dans le court-métrage, en fait, dans ce court-métrage-là, Home, dont le titre s'écrit à l'envers quand le film commence, ça donne un peu la contrainte, et dans un concept très, 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 très particulier, c'est justement que l'action du film se déroule d'une certaine façon à l'envers. Et donc, j'avais vu un Q&A, une question-réponse avec lui, où il disait qu'il avait écrit le film avec sa compagne, j'avais noté son Arta Dobroshi, qui est une des premières comédiennes, qui est une comédienne, en fait, d'ex-Yougoslavie, une ancienne réfugiée kosovare. En fait, donc, qui a dû fuir, ben, elle était toute jeune, donc, qui a dû fuir avec ses parents enfants l'ex-Yougoslavie pendant la guerre de Yougoslavie. Et donc, le concept, bon, le défi ou le problème, si on fait écho un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui c'est qu'il avait rencontré, il voulait faire un film, un cours où on ferait comprendre aux gens c'était quoi l'expérience d'un réfugié. Et ben, il dit en même temps, c'est représenté, on le voit en nouvelles, tout ça, mais qu'est-ce que c'est vraiment de devoir fuir son pays quand c'est une zone de guerre? Et je pense qu'on était dans les mêmes défis qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire empathiser des gens qui ont tout, qui ne sont pas nécessairement conscients de leur privilège, de qu'est-ce que c'est, donc perdre tout et devoir tenter l'impossible pour sauver sa famille, pour échapper à des conflits. Et donc, la solution très conceptuelle qu'il a trouvée, mais qui marche super bien dans ce court-métrage-là, c'est qu'en fait, c'est un film, on finit par le comprendre. Il y a ce titre-là
à l'envers et ensuite l'action commence. Ça commence tout de suite alors qu'on est chez les Blancs, c'est britannique, donc on est chez les Anglais de classe moyenne, des parents et leurs 2 enfants qui sont réveillés par une alarme, mais en plein milieu de la nuit. Ils sont dans un petit cottage dans le confort, ils sont réveillés en plein milieu de la nuit. Et donc, ils se lèvent en plein milieu de la nuit, ils quittent comme ça leur petite banlieue sécuritaire et cossue, ils se font littéralement, ils rencontrent des gens un peu qui ont l'air un peu louches, c'est hyper inquiétant avec les enfants, tout ça, ils embarquent dans le coffre de voitures séparées, ils traversent une frontière et ils se réveillent, on finit par les sortir de l'auto, hein, donc comme s'ils avaient transité à travers une frontière, mais au lieu de passer du côté dévasté de la frontière vers le côté sécuritaire, ils font exactement l'inverse. Et ce qu'on comprend finalement en regardant le film, c'est qu'ils font l'expérience des réfugiés à l'envers de 2 façons, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire arriver à des gens venus de l'immigration, venus de pays en guerre, ils mettent en scène des gens natifs, des bons Anglais blancs de classe moyenne dans ce processus-là, et ils le font à l'envers. Hein, donc, au lieu d'être dans les gens, et ça a l'air complètement absurde, mais à la fois avec le risque qui est porté aux enfants, et dans ce format-là, ce qui revient à ce que je disais, ça marche, on le comprend. Donc, on suit ces gens-là, même de façon absurde. On compatit, on est terrorisé avec eux qui partent d'une vie de privilèges pour aller comme ça, tranquillement, pas vite, vers le cœur même d'une guerre. Et le conflit n'est jamais montré, je pense que ça a été tourné en Europe de l'Est, justement, probablement dans les Balkans, mais on voit les gens donc partir de la paix, partir du privilège, partir du confort pour aller vers la guerre, vers le cœur même de la guerre et perdre de plus en plus, qu'ils ont perdre leur bagage, ils ont peur d'être tués. Ça se finit dans un feu de camp où on dirait presque qu'on est rendu au Moyen Âge, dans la préhistoire. Il leur reste rien, sinon un peu d'espoir et on a l'impression qu'on va partir en arrière d'une certaine façon. Et c'était vraiment très, très brillant. Ça m'avait bouleversé, ce film-là. Mais c'était vraiment un tour de force, justement, pour provoquer ce genre de réaction-là ou forcer notre empathie, c'est-à-dire le fait qu'on ne comprenne pas au départ, le fait qu'on soit justement devant des gens qui ne sont pas dans la minorité ou dans une situation qu'on prête généralement à ces scénarios, à ces expériences de vie-là, bouleversait, déstabilisait notre regard, puis nous plaçait dans une situation vraiment de spectature ou d'émotion, d'empathie, tout à fait inusitée, renouvelée. Et vous voyez, donc, si vous pouvez voir le trailer, peut-être si vous êtes meilleur que moi ou plus patient pour bisouner sur les internets, vous pourrez le trouver en quelque part. Mais il y avait quelque chose de très, très high concept, comme on dirait dans le monde anglophone, qui n'aurait pas passé dans un long métrage. Hein, on dit ça, c'est presque un défaut quand on dit dans le monde du long métrage qu'un film est high concept, c'est presque dire que le film s'appuie trop sur une idée. On va dire ça d'un film comme Le jour de la marmotte, Groundhog Day avec Bill Murray. Dans ce cas-là, c'est réussi, mais très souvent, on va l'utiliser d'une façon péjorative. Hein. C'est trop un film d'idées, c'est trop, il y a le concept, mais l'exécution. Et ce qui est intéressant, bon, dans ce cas-là, dans le cas de Home de Daniel Molloy, c'est que je suis à peu près sûr que sur 2 heures, ça n'aurait pas marché. C'est-à-dire que le pacte, l'adhésion qu'on peut avoir sur 20 minutes, au moment donné, bien, premièrement, c'était très, très difficile à avoir. Je ne sais pas si on aurait enduré cette pas violent, c'est pas violent graphiquement, mais la violence des émotions, les enfants en péril, le désespoir des parents, etc. Je ne sais pas si on l'aurait bien enduré sur 2 heures. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait enduré cette contrainte-là au niveau qui rend quand même les actions au niveau dramatique complètement absurdes. C'est-à-dire qu'au niveau des motivations que je détaillais la semaine dernière, bien, les motivations elles sont absurdes. C'est pratiquement du Beckett. On dit pourquoi quelqu'un ferait ça? Mais à l'intérieur d'un format comme ça, dans une proposition de 20 minutes, ça passe.
Hein? Donc, vous voyez, c'est un peu un exemple que je voulais vous dire, donner à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des idées dans le court-métrage. On a peut-être moins d'espace pour déployer des récits, des sagas, des univers, mais en revanche, je pense que ça peut, c'est ça, donc je le dis, ça peut devenir une force. On a plus de liberté pour essayer des idées, soit des idées de récits, des idées de concepts comme ça, plus radicaux, qui ne seraient pas solubles dans le long métrage, dans des affaires plus mainstream, plus grand public. Donc, ça fait partie de ce que je veux qu'on ait en tête aussi, de ce que je veux que vous ayez en tête en pensant à votre propre court-métrage, à votre propre concept de court-métrage que vous allez avoir à déployer. Un autre film dont vous avez le lien aussi, que j'avais vu à cette époque-là, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié le réalisateur, je reviens. Pardon pour l'interruption. Donc, allez voir, vous pouvez le faire pour Home aussi. Là, donc, dans le courriel, je vous ai mis des liens vidéo. Dans le cas de celui-là, donc DeKalb Elementary, c'est le nom d'une école de Reed Van Dyck. Donc, dans ce cas-là, ça va vous coûter un peu de sous, mais je pense une pièce, 2 pièces. Je vous invite à le voir si vous pouvez. Là, je n'ai pas de solution débarrée gratuite pour ça, mais ça peut être intéressant. C'est un beau modèle. Donc, DeKalb Elementary, on est beaucoup moins dans le concept, mais dans un concept aussi audacieux ou formel que Home, on est quand même dans quelque chose qui prend avantage de la brièveté. Donc, ce que je vous suggérais, c'est aller regarder le preview tout de suite. Ça va vous donner une idée. Donc, faites-le. Je me mets sur pause moi-même. Donc, maintenant que c'est fait, donc vous voyez un peu, ça vous donne tout de suite la prémisse, en fait, c'est que ça joue, c'est un film d'un 15-20 minutes comme ça, qui joue sur la figure désormais beaucoup trop familière de la tuerie dans les écoles aux États-Unis, mais qui, dans ce cas-là, je ne vous vends pas le punch, mais dans ce cas-là, ce qui est très, très intéressant, c'est que dans ce 20 minutes-là, vous voyez l'héroïne dans le preview qui est l'espèce de secrétaire de l'école qu'on voit répondre, qu'on voit débarquer au début de la bande-annonce. Cette personne-là, bon, il y a une tuerie, on voit le type qui débarque à la fin du preview avec son AK-47 ou je ne sais pas, son arme d'assaut en tout cas. Et donc, il y a un début d'agression qui se passe, il tire dans l'école, mais on voit que le type est bon. Bien sûr, des problèmes de santé mentale importants, mais la femme qu'on a vue dans la bande-annonce va avoir un contact avec lui. Et dans le fond, c'est un film de désescalade. Donc, la femme qui est très empathique, qui est à la fois très, très courageuse, va réussir à avoir un contact avec le tireur qui est entré dans l'école et va le convaincre tranquillement, pas vite. Bien, on espère, en tout cas, je ne vous dis pas ce qui arrive à la fin, mais va donc essayer de travailler à le convaincre de renoncer à sa tuerie. Il va l'essayer de le convaincre de déposer les armes, alors qu'on sent qu'il y a un être humain derrière ce personnage-là, mais c'est quand même quelqu'un qui est mal en point. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je vous dirais, un peu comme dans Home, lui, bon, vous pouvez le voir, je me répète, là, je vous encourage à le voir, mais un peu comme dans Home de Molloy, il y a quelque chose, il y a un aspect d'intensité. J'avais mal au cœur en regardant ce film-là, donc il y a le côté presque montagne. Je ne suis pas sûr que j'en aurais pris 1h50 d'une situation aussi tendue que ça. Mais il n'y a pas il n'y a pas de high concept au-delà de cette anecdote-là, mais ce qui est intéressant, justement, comme une petite nouvelle, c'est comme une situation, on ne pourrait pas faire une série avec ça, même un film au complet. Ça serait long, il faudrait un 3e acte, il faudrait qu'il se passe des choses, tout ça, alors que là, la brièveté du film nous permet vraiment de nous concentrer sur cette situation-là, ce moment-là, ces échanges entre les 2 personnages, sans essayer d'en faire une longue histoire. C'est vraiment juste un petit frottement entre 2 personnages, mais un moment sur une espèce de what if, de qu'est-ce qui arriverait si, ou est-ce que un moment d'humanité, un moment d'empathie peut arriver
pourrait arriver dans certains moments à désamorcer. Désescalader, on peut dire désamorcer aussi une situation comme ça. Donc, vraiment euh, excellent cours. On m'avait fait capoter à l'époque, mais qui peut nous aider à avoir une idée comme ça, que je trouve importante. Je sais que je me répète, mais de cette chance-là ou de cette liberté-là qui est la nôtre quand on travaille au niveau du court-métrage. Donc, moins d'argent, moins de jours de tournage, moins de prestige, moins de vues souvent, mais quand même la possibilité d'aller jouer dans des zones, dans des sujets, dans des figures formelles aussi, dans des stratégies, de faire des expériences littéralement qu'on ne pourrait pas nécessairement faire dans un cinéma de long métrage grand public. Donc, c'est un peu ce que je vais vous inviter à faire dans les 2 prochaines semaines, bien, surtout dans l'immédiat, d'une certaine façon, c'est cette idée-là de concept. Donc, quelle est votre idée? C'est quoi l'idée qui vous trotte en tête et déployez-la? Cette idée-là, quel récit elle pourrait produire, quelle histoire elle pourrait déployer et d'une certaine façon, à quelle fin? C'est ça que vous allez avoir à nous présenter, à moi comme à vos camarades dans 2 semaines. Je vais arrêter, je vais me déplacer, j'ai froid ici, puis il commence à manquer de lumière, donc je vais me déplacer pour enregistrer la deuxième chronique. Je vous dis donc dans le lien, vous allez avoir les capsules. Je vous suggère aussi un certain nombre de liens de visionnement pour d'autres épisodes. On avait travaillé un peu sur la Maison des Amants, on va y revenir un peu plus tard, mais donc des liens vers quelques autres épisodes, parce que pour la deuxième capsule, en fait, ce que je vais faire, c'est regarder quelques-uns de mes épisodes préférés de Terreur 404 et détailler un peu là, donc tout ce qu'on vient de discuter, donc de mettre un peu de concret autour de ça, et donc dans la pratique, comment on peut passer du concept finalement à l'écriture. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, donc partir d'un concept et fournir une direction concrète à l'écriture, donc d'une certaine façon rentabiliser créativement cette démarche-là de conceptualisation. Donc, on revient tout de suite, mais je vous dis, bien, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Il y a 5 épisodes qu'on va regarder, mais ça serait le chouette. Bon, trigger warning, comme toujours, si vous êtes allergique à l'horreur, je sais que c'est un peu parfois raide, là, les Terreur 404, mais si vous pouvez, donc vous avez les liens vers les 5 épisodes qu'on va discuter dans la prochaine capsule. Si vous avez le temps, si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop choqué par l'horreur, vous pouvez les regarder. Je vais en discuter évidemment, là, mais ça va être, je vais quand même les présenter pour celles et ceux qui ne voudraient pas, ne pourraient ou en tout cas ne sauraient pas les regarder, mais ça va être quand même plus évocateur si vous pouvez les voir. À tout de suite.